Bonjour à tous, bonjour la jeunesse qui est en train de partir, mais je vous conseille de rester parce que vous allez entendre quelque chose de, je pense, intéressant, différent de ce qui a été dit. D'abord, avant d'entamer mes propos, je remercie Madame Kauthar pour cette invitation, je remercie Cital pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de rencontrer des étudiants, d'échanger avec des étudiants. Et c'est aussi un plaisir renouvelé de retrouver certains collègues ici dans la salle. Donc, voilà. En fait, on m'a invité pour parler de la loi de finances 2023. Mais je ne vais pas en parler. Je vais parler d'autre chose qui est plus proche de nos préoccupations à nous, les économistes, qui est la politique budgétaire. Et je ne vais pas parler de politique budgétaire restrictive ou de rigueur. Je vais d'abord regarder l'intérieur du budget, comment est-ce qu'il est construit. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà à l'intérieur du budget avant de parler de politique budgétaire restrictive, faire des coupes dans certaines catégories de postes. Comment réaménager le budget pour éviter ce déficit qui s'accumule d'année en année et qui est en fin de compte la source même de l'endettement et qui nous a amené à aller vers le Fonds monétaire international. Je ne suis pas du même avis que mon prédécesseur pour dire que nous sommes entre le marteau et l'enclume du FMI. Je pense qu'on doit être tous, chaque Tunisien, doit être conscient aujourd'hui du fait que les réformes qui sont préconisées par le Fonds monétaire international doivent être nos réformes à nous. Et on doit être conscient que ce sont des réformes qu'on doit faire impérativement, sinon on ne pourra pas s'en sortir et je vais essayer de le démontrer. Donc, je vais partir, j'ai pas fait beaucoup de slides, j'ai fait 4 slides en tout et pour tout, mais c'est juste pour illustrer mes propos. Je ne souhaiterais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais déjà les graphiques, dans les graphiques déjà il y a les chiffres. Alors, comment il fonctionne ce petit truc ? Voilà, c'est bon. Donc, déjà, ici, dans cette première diapositive, j'ai essayé de représenter de quoi sont constituées les recettes budgétaires. C'est un petit tonneau qu'on essaie de remplir petit à petit tout au long de l'année. Et l'autre petit tonneau juste devant, ce sont les dépenses du gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent qu'on va collecter ? Eh bien, premièrement, sachez que nos ressources internes, nos ressources propres, ça représente en fait cette quantité-là, plus le petit orange. Donc les recettes fiscales, et ce qui est en orangé, ce sont les recettes non fiscales. Donc c'est ce que nous rapporte le gazoduc, par lequel traverse donc l'énergie et le gaz de l'Algérie vers l'Italie, les biens confisqués, etc., etc. Donc ça, c'est nos recettes propres, c'est ce qui existe entre le tonneau bleu, le premier, et le petit orangé. Donc ça, ce que nous pouvons avoir de notre effort de collecte de fiscalité. Ce qui est au-delà, ce sont les emprunts internes et emprunts externes. Mais ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire des ressources propres que nous avons, comment est-ce qu'on va les utiliser, comment est-ce qu'on va les allouer dans le budget. Eh bien, sachez tout simplement, j'ai mis les chiffres comme ça pour que vous les voyez, mais sachez que sur chaque dinar de recettes fiscales collectées, 560 millim vont au salaire. Sur chaque dinar de recettes fiscales collectées aussi, il y a 425 millim qui vont aux interventions. Alors nous, on est habitués de parler des salaires. On vous dit que la masse salariale est très importante par rapport au PIB. Oui, la masse salariale, c'est un stock. Durant les dizaines d'années qui ont suivi la Révolution, il y a eu des recrutements, mais aussi donc des montées dans le grade. Au bout d'une année, vous pouvez monter de 2 à 3 grades pour l'administration, etc. C'est ce qui a enflé notre masse salariale par rapport au PIB. Et nous savons tous que nous ne faisons pas assez de croissance et donc nous ne créons pas assez de richesse pour pouvoir diluer un peu cette masse salariale dans le PIB. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, ici, c'est de voir un peu un poste que la Tunisie n'est pas habituée à avoir, ou bien qu'elle n'est pas habituée à avoir de cette ampleur-là, qui est ce qui est en gris ici, qui s'appelle les interventions. Alors,
Les interventions, c'est ça. Les interventions, en fait, c'est les transferts aux familles nécessiteuses. C'est ce qu'on donne aux entreprises publiques quand ces entreprises publiques-là prennent l'eau. Quand nous avons besoin d'importer, par exemple, du blé pour se nourrir. Quand nous avons besoin d'importer de l'essence, c'est l'ASTIR. Le blé, c'est l'Office des céréales, etc. Donc les entreprises publiques aussi, les aides aux entreprises publiques, figurent dans les interventions qui étaient un poste assez mince en Tunisie et où figuraient les transferts des familles nécessiteuses. Pour cette année, donc, la question a été posée tout à l'heure pour dire que, en fait, dans le budget, nous avons prévu une diminution des subventions, mais nous avons aussi prévu une augmentation des transferts dans les interventions. Pourquoi ? Parce que comme ce qui est indiqué dans la loi de finances, dans le papier de la loi de finances, et comme ce qui a été indiqué aussi par la ministre de Finances à la télévision, en fait, on s'oriente pour ces fameuses subventions dont tout le monde parle, à aller d'une subvention universelle pour tout le monde sur les produits vers une subvention qui va aller vers les revenus des personnes, les revenus des ménages. Comment va-t-on faire ça ? A priori, ça va être une augmentation, de petites augmentations chaque année sur 4 années, d'après ce que nous entendons dire. Et donc, on va, en contrepartie de ces augmentations graduelles, donner une compensation sous forme de transfert cash. Nous avons l'enquête consommation ménage, par exemple, qui est publiée par l'INS. Nous savons exactement chaque décile qu'est-ce qu'il est en train de consommer par produit subventionné. Et nous savons que, aujourd'hui, d'une part, que ces subventions-là ne vont pas pour les classes les plus nécessiteuses. Il n'y a que la semoule et le gros pain qui vont vers les classes les plus défavorisées, mais tous les autres produits, ils profitent plus à ceux qui consomment le plus et donc ceux qui sont les plus riches. Donc ce que j'appelle moi une répartition ou bien une réallocation à l'intérieur du budget, on peut le dire aussi en arabe, tartib al-bayt ad-dakhili. Donc il vaut mieux pour nous que chaque dinar que je vais payer de ma poche en tant que contribuable, qu'il aille là où il doit aller. Quand j'achète comme ça du pain et que j'importe du blé à tout vent, moi, en passant dans la rue, je vois les baguettes qui sont dans les poubelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui voudrait payer ses impôts pour que ces impôts aillent à la poubelle? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui voudrait payer les impôts pour acheter du blé et que les devises, les réserves de change s'envolent dans les poubelles? Je ne pense pas. Et donc, le fait de donner du transfert cash sous forme d'un programme quelconque, c'est une bonne allocation des ressources, quitte à ce qu'on puisse donner une augmentation de salaire pour les salariés qui sont dénombrés et les autres. Les collègues ont parlé donc de l'identifiant unique, de l'identifiant citoyen, qui est très différent de l'identifiant social, et qu'il faut qu'il y ait un programme comme l'élimination progressive des subventions sur les produits et le remplacement par des transferts cash pour que nous puissions constituer le fameux identifiant citoyen. Il faut qu'il y ait un programme qui aide à la constitution donc, de cet identifiant citoyen. Ça crée de la transparence, ça crée de la traçabilité et tous ceux qui sont en dehors de ce système-là, qui ne voudraient pas bénéficier des subventions, puisqu'on va ouvrir une plateforme et où les Tunisiens peuvent donc demander d'une manière libre de bénéficier des subventions. Si vous ne voulez pas être dans les radars du ministère des Finances, par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas toucher les subventions. Si vous voulez toucher les subventions, eh bien, vous allez être dans les radars du ministère des Finances. Et donc, à chacun de voir s'il veut être un hors-la-loi, et auquel cas, il n'y a pas pourquoi il va acheter une baguette à 190 millim, autant qu'il l'achète à son prix coûtant. Si vous voulez intégrer ce système-là, eh bien, marhaba bik, tfadal, mais en contrepartie, vous êtes un bon citoyen, vous payez vos impôts et aussi vous bénéficiez de l'argent, donc des subventions. En fait, on entend les gens qui disent qu'on voudrait intégrer le parallèle dans l'officiel, dans le régime officiel. Mais comment? Personne ne le dit. Ça, c'est une manière de faire de l'inclusion fiscale,
de faire de l'inclusion financière dans la mesure où les gens vont ouvrir des comptes postaux, des comptes bancaires, etc. Et ceci va ramener donc plus de transparence aux différentes activités, aux différentes transactions. Alors, il y a aussi sur ce graphique-là autre chose sur laquelle je voudrais insister. On vous dit que le déficit budgétaire était en 2022 de 7,7, cette année il va être de 5,2%. En fait, ce n'est pas le déficit budgétaire qui est important à mon avis. En fait, c'est le solde primaire qui est très important. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, on voudrait savoir vos propres efforts pour la collecte, donc tout ce qui est recettes fiscales et recettes non fiscales. Qu'est-ce qu'ils vous permettent en contrepartie de dépenser? Si vous mesurez le déficit budgétaire, vous faites la différence entre recettes fiscales et recettes non fiscales. Et donc, avec ces recettes fiscales et recettes non fiscales collectées, vous allez payer les salaires, vous allez payer les biens et services, donc ce sont les choses dont on a besoin pour que l'administration fonctionne. Vous allez payer les interventions. Vous avez quelque chose qui s'appelle imprévu. Peut-être cette année, c'est un tout petit peu plus élevé que les années précédentes. C'est parce que justement, ce gouvernement compte aller vers la réduction des subventions sur les produits et la remplacer par des transferts cash. Et l'investissement public et l'intérêt de la dette. C'est le déficit budgétaire. La différence entre le déficit budgétaire et le solde primaire, qui est malheureusement négatif ici, c'est les intérêts de la dette. Donc, on ne compte pas les intérêts de la dette dans le déficit budgétaire. Ce qui make sense, à mon avis, parce que, en fait, ce n'est pas ce gouvernement-là qui a contracté cette dette. Les intérêts sont générés par des dettes qui ont donc été contractées par des gouvernements précédents. Et donc, les institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international, ils regardent plus votre solde primaire qu'ils regardent votre déficit budgétaire. Et donc, le solde primaire, s'il vous plaît, aux étudiants ici présents, c'est un solde primaire, ce n'est pas un déficit primaire. Parce que la normale, c'est que vous collectez des impôts directs et des impôts indirects et des recettes non fiscales pour payer tout ce dont vous avez besoin. Et rembourser aussi une partie de la dette. Donc, obligatoirement, votre solde primaire doit être positif. Ça, c'est la normale. On ne peut pas être dans une position normale si on a un solde primaire qui est négatif. Ce qui est notre cas depuis des années. Donc, nous sommes dans une situation où le solde primaire est négatif. Nous collectons des taxes et nous collectons aussi des ressources fiscales et des ressources non fiscales et ça ne nous suffit même pas à payer nos salaires, les interventions et l'investissement public. Donc on est obligé aussi d'emprunter en plus pour payer cela. Donc les emprunts extérieurs, intérieurs de cette année par exemple, juste une petite remarque sur la loi de finances de cette année, ils sont de 9,533 milliards qui serviront à payer le principal de la dette intérieure. Donc cette année, on va emprunter localement des bons de trésor juste pour payer les bons de trésor que nous avons déjà empruntés il y a quelques années. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas confortable avec les finances publiques. Mais après, je vais essayer de démontrer que le problème en Tunisie, ce n'est pas le problème des finances publiques, c'est autre chose. OK? Donc, en fait, ça c'est le budget de l'année 2023. Mais les budgets précédents, ils souffrent des mêmes lacunes que celui du budget 2023. Sauf que c'est de plus en plus accentué parce que on n'a pas encore commencé au moins les réformes qui concernent le budget. Donc les choses s'accentuent de plus en plus et s'accélèrent de plus en plus. Okay? Donc l'accumulation de ce déficit entre ce que nous pouvons recevoir comme recettes fiscales et non fiscales et tous les paiements que nous devons faire, eh bien ça contribue donc à construire la dette qui est de plus en plus importante. Et on parle de plus en plus de non-soutenabilité de la dette. Alors, ceci m'amène donc à regarder un peu l'évolution des besoins de financement, le déficit budgétaire et le solde primaire en pourcentage du PIB. Donc tout ce monde-là est dans le négatif. Le besoin de financement donc, est très très important d'année en année. Mais ce qui doit attirer notre attention, en fait, c'est la structure du service de la dette. On sait tous que le service de la dette, c'est sur l'année, donc c'est sur le flux. L'encours de la dette, c'est le stock. Okay?
Donc, le service de la dette, je l'ai divisé en dette interne et dette externe. Donc, vous voyez très bien que pour les années 2016, 2017, 2018, etc., la dette externe, le service de la dette externe est beaucoup plus important que la dette interne. On fait globalement 2/3 de dette externe et 1/3 de dette interne. Maintenant, avec l'exiguïté du marché international et notre non-possibilité de faire un accord avec le Fonds monétaire international et de ramener aussi des bailleurs de fonds, donc des devises étrangères, on remarque que l'endettement intérieur est devenu de plus en plus important par rapport à l'endettement extérieur. Et ceci se reflète bien sûr sur l'encours de la dette, c'est-à-dire le stock de la dette qui est en train d'augmenter d'année en année. Alors, si on ne fait pas suffisamment de croissance, si on ne collecte pas suffisamment d'impôts, parce que les impôts générés doivent aussi dépendre de la croissance qui est produite et de la richesse qui est produite par la nation. Nous accumulons une dette, ce qui est tout à fait normal, c'est le corollaire. La structure de cette dette est très importante. Aujourd'hui, on parle d'aller vers le Club de Paris. La structure de la dette est très importante pour savoir si c'est important pour nous d'aller vers le Club de Paris ou pas. Et est-ce que le Club de Paris, c'est quelque chose, c'est une salle à laquelle on tape à la porte et on dit « Hey, nous sommes Tunisiens, nous sommes venus ». Ça ne se passe pas comme ça du tout. Le Club de Paris concerne uniquement la dette bilatérale et ce n'est qu'avec un programme avec le Fonds monétaire international que vous pouvez accéder au Club de Paris. Ce qui veut dire, en fait, cette répartition ou la structure de la dette publique en 2021, par exemple, en termes de dette interne, nous faisons 37% de notre endettement en interne, c'est-à-dire que nous émettons des bons de trésor pour pouvoir financer les dépenses budgétaires. Sur les marchés financiers, on ne fait que 15% uniquement. Avec les multilatéraux, donc le FMI, la Banque mondiale, la BAD, la JICA, etc., on fait 33%. La dette bilatérale n'est que de 13% en 2021. Et elle aussi, sur les années, entre 10 et 14%. Donc, ce n'est pas énorme. OK? Après, donc, cette structure de la dette, elle nous dit que même si on allait vers le Club de Paris, la dette qui est à négocier, elle n'est pas très importante. Alors, ça, c'est la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a à dépenser pour l'année 2023? Qu'est-ce qu'on va payer pour l'année 2023? Donc, ce n'est pas mon travail à moi, ce qui est en gris, donc je l'ai piqué à site El Boursa. Mais je leur fais confiance, c'est bon, ok? Donc, nous avons des paiements du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, et presque tous les mois. Qu'est-ce qui ressort de ce tableau? Donc, les échéances à payer sont presque mensuelles. Chaque mois, on a à payer quelque chose. On a à payer beaucoup pour le Fonds monétaire arabe, on a à payer aussi 1 ou 2 échéances pour le FMI, et on a aussi à rembourser le prêt syndiqué en devises contractées auprès des banques tunisiennes. Donc tout ceci, c'est à payer en devises, ce qui est énorme. En plus des remboursements locaux en BTA et en bons de trésor de court terme, vous savez aujourd'hui que nous émettons des bons de trésor à court terme pour rembourser des BTA. Ce n'est pas le schéma de financement idéal, mais c'est le cas aujourd'hui. On finance du moyen terme avec du très court terme. Donc, et ça, c'est problématique. Mais le problème se pose plus pour les devises que pour la monnaie locale. Nous avons une dégradation donc, des banques, principalement les 4 banques dont on vient de dégrader la note, la BIAT, la STB, la Main Bank et la BT. Pourquoi ces dégradations? Bien sûr, ça fait très longtemps. Le fait que les banques locales participent de beaucoup pour le financement du déficit budgétaire, ça c'est problématique. Donc au niveau du portefeuille des banques, déjà le fait qu'elles financent de beaucoup, pour beaucoup, donc le déficit budgétaire et le train de vie de l'État, donc ça c'est un gros risque pour les banques et la dégradation de la note, elle est là pour le rappeler. D'autant plus que votre nouveau programme du FMI n'a pas encore été obtenu et ces banques-là donc, ont une exposition directe sur les bons et les obligations de trésor et donc ça c'est pas bon et ça expose ces banques-là donc à un risque de plus en plus croissant.
Donc, vous avez compris à partir de tout ça que le risque, il est local sur la monnaie nationale, ou le risque, il est plutôt sur les devises étrangères, et beaucoup plus important sur les devises étrangères. Donc, je n'ai des devises étrangères. Je n'ai les prix pour ne pas être en défaut de paiement. ولكن حاجتنا le plus de payer les hydrocarbures, sinon on ne peut pas fonctionner, de payer le blé, sinon on ne peut pas manger, de payer aussi les intrants pour que nos entreprises puissent fonctionner. Et donc, tout ça, c'est à payer en plus de les produits pharmaceutiques, les médicaments, etc., qui sont très importants, en plus donc de ces emprunts qu'on doit payer. Donc, le problème aujourd'hui, c'est un problème de devise beaucoup plus que le problème de monnaie locale. Alors, comment va-t-on faire ça? Les prêts syndiqués, amène 3 les prêts syndiqués, 3 ou 4 prêts syndiqués. C'est laborieux comme travail, mais on a réussi à les faire. Et ceci aussi assèche les liquidités en devises dans les banques. Ce qui nous reste à faire, c'est aller vers le Fonds monétaire international. Moi, je ne regarde pas le Fonds monétaire, je n'aime pas le Fonds monétaire international, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais je trouve que on ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas mettre nos impôts là où il ne faut pas, dans des subventions qui sont jetées, dans des entreprises publiques ou bien Sharikat al-Bastana où les gens se tournent les pouces et ils ne font rien. Donc je pense que tous les Tunisiens doivent être d'accord sur ça et que les entreprises publiques doivent subir une réforme et une réforme surtout au niveau de sa gouvernance interne et de sa gouvernance globale. Donc il faut responsabiliser les conseils d'administration. Et ça c'est très important, comme on l'a fait pour les 3 grandes publiques, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les entreprises publiques. Les entreprises publiques aujourd'hui, on voit des pénuries par exemple dans les produits alimentaires, etc. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de liquidité, ces entreprises publiques, et que l'État se porte garant à chaque fois que ces entreprises publiques doivent importer. Aujourd'hui, on doit payer au comptant. Donc, les banques étrangères ne nous font plus autant confiance qu'auparavant. Et donc, ça, c'est problématique. Et donc, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller vers le Fonds monétaire international. En fait, le montant qui est alloué pour nous du Fonds monétaire international n'est pas important. Ce qui est important, c'est de mener ces réformes pour pouvoir donc assainir cette situation budgétaire qui est devenue intenable. Cette dette-là, si vous regardez un peu, que pense l'étranger de nous? Ça, c'est un graphique de Bloomberg que j'ai recueilli ce matin à 11h et qui dénote en fait de la décote de notre dette. هذايا كيفاش يشوفنا العالم الخارجي. هاوش يشوف فينا. يشوف la cotation هذيا. Alors, quand vous êtes en haut, vous êtes un monde qui est fébrile vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'il ne fait pas confiance. Parce que la décote a augmenté. La décote aujourd'hui, elle est de 44%. Je m'en ai pour être plus simple. C'est-à-dire que lorsque vous détenez une dette de 100 € sur la Tunisie, aujourd'hui, vous souhaitez vous en débarrasser à 54 € uniquement. Donc, beaucoup moins que sa valeur faciale. Donc, plus vous augmentez, plus vous êtes fébrile par rapport à ce qui se passe dans le pays. Donc, nous voyons des hauts et des bas. Les bas, ça correspond à quand le FMI nous a donné le Staff Level Agreement. Donc, les gens ont fait confiance, ils se disent, voilà, nous sommes dans la solution de sortie, etc. Comme on n'a pas fait passer la loi 89-9, justement la fameuse sur les entreprises publiques, donc on a été recalé par le Fonds monétaire international. Et donc, les marchés étrangers sont devenus encore une fois fébriles par rapport à notre endettement. Donc, vous voyez que c'est sur la dernière période, donc aujourd'hui, on est à 44%. Donc, la décote est en train d'augmenter. On voit un léger relâchement autour du 15 juillet. On voit un léger relâchement quand Azour est venu pour dire que, effectivement, donc, on a démarrer les négociations avec la Tunisie. Donc ça représente une détente pour nous. Mais la décote est en train d'augmenter et ça, c'est pas bon pour notre économie et la vision de ce que ont les gens par rapport à notre économie.
Donc, globalement, ce que je voulais dire, peut-être avant de conclure, donc vous me donnez juste une minute pour conclure, je voudrais m'attarder un peu sur cette question du taux d'intérêt et de politique monétaire avec ce que fait le gouvernement sous forme de politique budgétaire. La Banque centrale est aujourd'hui très critiquée par rapport à l'augmentation du taux d'intérêt. Il est indéniable que une augmentation du taux d'intérêt n'arrange pas les investissements. Sauf que, moi j'aime bien quand je parle et quand je vulgarise des choses, d'avoir en backstage quelque chose de solide, une publication par exemple dans une revue spécialisée. Effectivement, en 2019, c'est pas très frais comme publication, mais c'est pas ancien non plus. J'avais un souci de savoir si les investissements privés réagissaient de la même manière lorsqu'on a une baisse du taux directeur ou une hausse du taux directeur. C'est-à-dire, est-ce que les investissements privés augmenteraient autant suite à une baisse du taux directeur que si elles diminuaient suite à une hausse du taux directeur? Donc j'étais concernée par l'asymétrie de la réponse de l'investissement privé par rapport à l'augmentation du taux directeur. Mais en fin de compte, j'ai répondu à la question suivante. Quels sont les déterminants de l'investissement privé? Quel est le principal déterminant de l'investissement privé? Eh bien, ce n'est pas le taux d'intérêt, il vient en 4e position. Et la première position, elle est pour l'investissement public. C'est pour dire aujourd'hui que le principal moteur de l'investissement privé en Tunisie, c'est l'investissement public. Et vous avez vu dans les petits tonneaux que j'ai mis, l'investissement public est très très petit. Et ça a été toujours, je crois, la mesure d'ajustement pour en fait essayer d'équilibrer les budgets. Alors, pour conclure, on m'a demandé de parler de... donc sur ça, c'est peut-être pas une mauvaise chose d'augmenter le taux d'intérêt, parce que ce n'est pas la chose la plus importante pour l'investissement privé, mais nous savons très bien que le taux d'intérêt en augmentant, en fait, la Banque centrale, elle essaie de stabiliser la monnaie, mais elle essaie surtout de réduire la demande globale sous forme de crédits qui vont vers les consommateurs et les crédits qui vont vers les investisseurs, parce qu'une partie reste dans le pays et une autre partie donc, part à l'étranger. Et ils essaient de contraindre les importations avec ça pour diminuer les demandes de devises, et ceci a un impact sur les réserves de change et sur le taux de change. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est les réserves de change et le taux de change, comment est-ce qu'il va évoluer. Pour les solutions, d'abord, réduire le train de l'État, pas en diminuant nécessairement le budget, le montant du budget, mais en rallouant autrement ce qui existe dans le budget. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la question des réserves. Nous avons de gros postes, l'énergie, le blé, les consommations intermédiaires en tant qu'input, et vous avez aussi les médicaments. Je crois que je ne dis rien de nouveau par rapport à l'énergie renouvelable. On n'arrive pas à décoller par rapport à l'énergie renouvelable. Le déficit énergétique, il est de 30 à 40% suivant les années dans le déficit commercial global. Donc, on sait où on doit aller. En allant vers la réforme de la subvention, aujourd'hui, nous sommes à 97% importateurs de blé tendre pour fabriquer du pain. Mais on est à 40% uniquement importateurs de blé dur pour fabriquer les pâtes. Ces 40%, je peux vous assurer que ce sont des pâtes, du blé dur qui est importé et qui va vers de l'alimentation du bétail. Pourquoi? Parce qu'à comparer entre le prix de l'orge et le prix de la semoule est beaucoup moins important que le prix de l'orge. Donc on est en train de manger avec nos amis les bêtes, entre autres, et ça va aussi chez les pays voisins. Les pays voisins aussi mangent avec nous, étant donné que nous avons des produits qui sont fortement subventionnés. C'est dommage, je n'ai pas mis ici un graphique qui montre que si je mets en abscisse et en ordonnée le prix du pain avec les quantités de blé qui sont consommées, vous allez trouver la Tunisie qui est toute seule, tout à fait en haut, avec un prix minimum du pain et avec l'augmentation la plus supérieure de tous les pays voisins méditerranéens et les pays que nous ressemblent un peu, tels que le Maroc, la Jordanie, etc. etc. Et donc, ceci nous permet, si on fait la réforme, si on va vers la réalité
des prix. Si on fait cette réforme, eh bien, nos importations en blé dur vont drastiquement diminuer et on peut même atteindre comment on appelle ça, l'autosuffisance donc au niveau de la production. D'une manière plus globale, moi je pense que le problème du déficit public, le problème de la dette publique en général, c'est pas le problème, c'est pas le péché originel. Le péché originel, c'est qu'on n'arrive pas à créer de la richesse dans le blé d'Hédi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qu'on appelle le modèle de développement, dont tout le monde parle, et moi j'aime pas beaucoup cette appellation. En fait, quand on va créer de la richesse, ce sont les entreprises qui créent la richesse. Et donc, on a mis des verrous partout pour ces entreprises-là. Si vous êtes minotier, il vous est impossible d'entrer dans ce secteur-là. Si vous êtes un dattier, il vous est impossible d'entrer dans ce secteur-là. Et donc, كل مهنة donc دافع على منظورها. كل واحد ما يحبش حتى واحد يدخل السيكتور نتاعو. Et donc, dans ce cas-là, on a de petits producteurs qui monopolisent le marché. Et suite à cela, qu'est-ce qu'on a en fin de compte sur le marché? On a des biens qui ne sont pas de grande qualité. Bon, tout dépend des biens et tout dépend des secteurs, mais qui coûtent cher. On a des salaires qui sont bas, parce que notre modèle de développement est justement basé sur des salaires qui sont bas. Et nous avons aussi des entreprises qui ne créent pas beaucoup d'emplois, parce que du temps de Ben Ali, les entreprises ne voulaient pas croître parce qu'elles avaient peur d'être dans le radar donc de la famille de Ben Ali. Et aujourd'hui, les entreprises ne veulent pas croître non plus, parce que nous avons les problèmes de liquidité que nous avons et pour beaucoup d'autres problèmes aussi. Donc, vous avez des bas salaires, eh bien, on va vous donner des subventions. On va subventionner les produits pour que l'Aïcha ne soit pas trop cher. On va subventionner le transport. On va faire des interventions, les fameuses interventions dont je parlais tout à l'heure. Donc, on va donner l'Aïlet Maouza, par exemple. Donc, tout ça, on va subventionner l'énergie, on va subventionner les pâtes, les produits alimentaires, etc. Tout ça, toutes ces mesures pour pallier à ce modèle de développement qui repose sur des salaires qui ne sont pas très hauts, malgré la masse salariale par rapport au PIB, tout ça, ça a donné donc la réponse qui est le déficit budgétaire que nous voyons maintenant. Donc le déficit budgétaire n'est que la résultante et il n'est pas le péché originel dans ce pays. Le péché originel dans ce pays est comment donner la possibilité aux jeunes et aux moins jeunes d'accéder au secteur et d'accéder à la production et d'accéder donc au financement nécessaire pour que ces jeunes-là puissent donc monter leurs propres affaires et puissent créer de la richesse dans le pays. Voilà, et je vous remercie.